Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 15 octobre 2021. Cette semaine, à la veille de la rencontre de C2 Montréal qui se tient dans quelques jours, là, du 19 au 21 octobre, je vous propose une rencontre avec 4 jeunes qui ont été couronnés gagnants du concours Entrepreneurs émergents. Avec eux, on va parler de plateformes d'examen en ligne, des examens comme à l'école, là, pas des examens médicaux, quoique on va parler aussi d'un cabinet de repos immersif et énergisant, d'une plateforme québécoise pour l'eau et les chalets et d'un vélo de spinning qui emmagasine l'énergie produite et la redistribue dans le système électrique de l'endroit où il est installé. Thierry Weber revient sur les malheurs de Facebook et en pleine période électorale, Stéphane Ricoul veut savoir que sont devenues nos villes intelligentes. Et puis, Jean-François Poulain nous amène à Toulouse pour parler de UX dans les postes de pilotage avec 2 experts en la matière. Alors voilà pour les sujets de cette édition. Sinon, je tiens à saluer 5 auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Lana Penneau, Vanessa Henry, Maxime Bélanger, Myriam Beauchamp et Mo Hamadi. À vous 5, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos 2 oreilles. À tous, je vous souhaite une bonne écoute. Donc, comme je vous le disais en ouverture de mon carnet, à quelques jours du C2 Montréal, je vous propose un petit spécial Startup Innovation du Québec. On va rencontrer ensemble 4 des 25 gagnants du concours Entrepreneurs émergents. Et comme vous allez l'entendre juste avec ces 4 histoires, ces 4 entrepreneurs qui illustrent de façon très convaincante qu'il y a encore plein d'opportunités à prendre quand on veut créer pour solutionner ou améliorer des situations. On va commencer, les rencontres avec Nexam, qui est une plateforme web qui a été conçue spécifiquement pour la gestion et la correction des examens en ligne, qu'ils soient administrés à distance ou même en salle. Pour nous en parler, on va rejoindre à l'instant la présidente de Nexam Solutions. Bonjour, Marie-Sophie Dionne. Bonjour. Marie-Sophie, vous arrivez avec une plateforme web qui veut aider les enseignants et les institutions, quelque part, à faciliter le processus de la correction d'examens en ligne. Oui, effectivement. Non seulement la correction, mais tout ce qui a trait à la gestion, à l'invitation des participants, à la gestion, la coordination des correcteurs. Donc, on offre une plateforme qui centralise toutes ces activités-là qui peuvent donner des maux de tête, on va se le dire, à la fois aux participants et aux correcteurs, mais aussi aux responsables d'examen qui doit coordonner tout ce processus-là. Mais d'où vous est venue cette idée-là? Oh mon Dieu, d'abord, Nexam était initialement réfléchi pour se pratiquer aux examens en comptabilité. Donc, moi, j'ai un profil de CPA, effectivement, puis et ça a été réfléchi avant la pandémie. Donc, je voulais créer une plateforme qui nous permettrait de faire des examens pratiques, recevoir des rétroactions et tout ça. Pandémie est arrivée et là, vraiment, on a reçu la demande des organisations pour que, en fait, ils puissent maintenir leurs évaluations en ligne pour éviter les déplacements en centre d'examen et tout ça. Donc, on a pivoté légèrement pour enlever toute barrière liée au domaine d'études, au domaine de connaissances, pour offrir une plateforme qui n'est pas un LMS, mais qui est bien spécialisée dans tout type d'évaluation. Puis, on peut en faire des variétés de questions. On a vraiment une grande flexibilité à ce niveau-là. Quelle serait votre clientèle? En fait, on travaille régulièrement avec les ordres professionnels qui vont faire des examens annuels d'admission. On a des écoles au niveau de l'éducation supérieure, université. On a des organismes publics qui vont troquer salle de classe pour examens d'admission puis de sélection, en fait, pour des postes. Donc, c'est une clientèle qui est très variée, mais qui ont toute la même problématique qui est de gérer des examens, finalement, pour lesquels on remplace copie papier et stylo rouge par une plateforme qui est web et qui centralise tout le processus. Est-ce que vous avez des concurrents déjà sur le marché? Je vous dirais qu'on est en train de se tailler une place de choix au Québec parce qu'on est arrivé dans le timing et timing is everything dans notre cas. Là, on s'est taillé vraiment une belle place de choix. On a une concurrence qui est beaucoup plus sur le niveau anglophone, mais je vous dirais qu'on se positionne vraiment comme un leader avec plusieurs zones professionnelles en ce moment, des nouveaux clients qui cognent à nos portes et qui ont entendu des bons mots de Nexam. Je pense qu'on a un service vraiment de qualité aussi qui fait qu'on se distingue et c'est très apprécié par notre clientèle en ce moment. Et puis, je suis curieux de savoir votre modèle économique là-dessus. Est-ce qu'il est par opération ou c'est une trousse ou c'est un modèle annuel? Comment vous fonctionnez? Pour l'instant, puis vous allez comprendre pourquoi je dis pour l'instant, on est sur une base
par examen. Donc, on intègre les examens pour les clients parce que pour eux, la pandémie a tellement a joué un impact important qu'ils ont été très satisfaits qu'on prenne le processus d'intégration de notre côté. Donc, en offrant ce service clé en main-là, nos clients étaient prêts à payer. Mais je ne vous cacherai pas que maintenant, avec un retour à la normale, les gens ont un besoin de pouvoir avoir plus d'autonomie pour pouvoir gérer le processus à 100% de leur côté, c'est-à-dire intégrer eux-mêmes l'examen, ajouter du temps supplémentaire s'il y a lieu. Ça, c'est des activités qu'on prend sous notre charge pour l'instant pour les accommoder. T'sais. Donc, on est en train vraiment de développer un roadmap qui va nous permettre de donner beaucoup plus d'autonomie à nos utilisateurs. Et à ce moment-là, on va pivoter vers un modèle qui va être SaaS à 100%. Pour l'instant, on est beaucoup plus sur un modèle tarifaire qui prend en considération l'intégration des examens et un tarif par copie. Évidemment, quand on parle d'examen, on parle de données sensibles parce que c'est quand même un moment où on va évaluer les candidats. Donc, il y a certains niveaux de sécurité à avoir autour de ça. Il y a aussi l'étape où les notes ont été données et ça devient des données confidentielles. Comment vous abordez le domaine de la sécurité avec votre plateforme? En fait, pour répondre à cette question-là, qui est très complexe, parce qu'on sait que le projet de loi 64 a passé, on a donc des obligations en tant que responsable de traitement pour gérer bien ces données sensibles-là de nos utilisateurs, mais aussi de nos clients. Donc, depuis le début, on travaille avec cette idée-là en tête de toujours être conforme et avoir le RGPD en tête finalement. Donc, on n'est pas surpris que le projet de loi ait passé et on est encore très bien accompagné à ce niveau-là. D'ailleurs, on travaille pour aller chercher la certification Cybersécure Canada, qui est une des premières certifications là, au niveau fédéral canadien pour justement les organisations SaaS. Donc, pour répondre à votre question, on a un système de sécurité qui est modulable selon les besoins des clients. Donc, il faut que pour que ça soit justifié d'enregistrer un examen ou d'activer la webcam ou l'enregistrement d'écran, il faut qu'on ait des bonnes raisons de justifier que il faut qu'on ait un contrôle à ce niveau-là. Donc, une fois que c'est modulable et que le client fait part qu'il en a besoin, là, l'utilisateur doit accepter ces conditions-là de sécurité, de partage d'écran, de webcam également. Et par la suite, évidemment, on a des obligations de traitement sur ces informations-là qui doivent être supprimées après un certain délai. Donc, toutes nos activités, nos contrôles, nos processus sont pensés en fonction de respecter ces éléments-là. C'est sûr que notre plateforme n'est pas un lockdown browser, ok? Donc, c'est beaucoup plus un mécanisme qui est dissuasif plutôt que de contrôler. Alors ça, c'est encore une fois en ligne avec le RGPD dans le sens où on ne croit pas que de prendre l'emprise d'avoir un mécanisme qui est trop intrusif va être bon à la fin là, pour avoir un examen de qualité. Nous, ce qu'on prend, c'est de varier les questions d'examen. C'est d'utiliser des modes de questions qui soient des présentations orales, par exemple, à la place du texte écrit. Ça, c'est des modèles qui sont possibles sur un examen. Donc, de jouer avec des questions qui vont être aléatoires, d'avoir des examens, différents modèles pour chacun des participants pour éviter le plagiat. Donc, on travaille beaucoup en éducation avec nos clients pour leur montrer qu'il y a plein d'autres options possibles plutôt que de travailler sur comment on va réduire le plagiat, mais plutôt quelles sont les nouvelles avenues qu'on peut utiliser pour innover dans les évaluations. C'est intéressant, de nouvelles avenues qui utilisent de vieilles pratiques. Ça, je retiens ça, c'est intéressant. Il y a des gens qui vont être rassurés avec votre réponse. En terminant, je présume que l'international, ça vous intéresse aussi. Vraiment. Ça ressemble à quoi sur votre radar? C'est un énorme marché. Il y a beaucoup d'études qui sont sorties avec la pandémie. C'est un modèle... je dirais archaïque. Bon, c'est un vieux modèle qui utilise des anciennes méthodes. On n'a qu'à penser au stylo rouge, mais les gens sont prêts à autre chose, sont prêts à changer, sont prêts à aller innover dans le domaine de l'éducation, pas seulement les enseignants, mais les responsables d'examen également. Donc, prochaine étape, on s'en va dans le reste du Canada. Donc, notre plateforme, elle est maintenant bilingue. Peut-être qu'elle sera trilingue un jour, mais pour l'instant, elle va être français, anglais. On s'en va dans le reste du Canada et après ça, on va aller en Europe. Et puis, je vous dirais là, que dans les 2 prochaines années, on a vraiment une belle croissance à chérir, puis on est vraiment très contents. On est une belle équipe de 5 personnes, puis on est passionnés par ce qu'on fait. Au quotidien, ça transpire dans nos opérations, c'est certain. En tout cas, ça transpire dans vos réponses. Marie-Sophie Dionne, donc de Nexam, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis je vous félicite quand même, parce que vous faites partie de ces gagnants du concours d'entrepreneurs émergents de C2 Montréal, et c'est la raison pour laquelle on se parlait. Encore félicitations. Puis, écoutez, merde pour la suite, je pense que vous êtes bien partis. Absolument, merci beaucoup pour votre temps. Au revoir. Au revoir.
Autour maintenant de Recharge Me. C'est le nom d'une cabine de repos immersive et énergisante qui est installée en milieu de travail pour décrocher, pour se ressourcer au travail. Pour nous en parler, le cofondateur de Recharge Me. Bonjour, Timothée Régnier. Bonjour. Timothée, vous avez décidé, vous, de développer un concept de cabine de repos immersif. J'aimerais ça que vous me décriviez ce que c'est concrètement. Oui, tout à fait. Alors en fait, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on vit dans un monde, dans un rythme pas mal effréné, avec beaucoup de stress, de fatigue. Et donc, nous, on a voulu apporter une solution pour les travailleurs, en fait, pour adresser cet état de santé mentale. Donc cette solution, c'est simple, ce sont des cabines de repos que l'on installe dans les entreprises, donc à disposition facilement des travailleurs, dans lesquels on va pouvoir tout simplement se déconnecter du stress environnant. Donc c'est simple, je réserve une séance via mon téléphone qui va me permettre d'accéder à la cabine, et puis je vais pouvoir m'isoler une vingtaine de minutes dans ces cabines pour pouvoir justement être au calme. Donc, Recharge Me, c'est une boîte avec une porte dans laquelle on entre. Il y a un fauteuil et on s'installe? C'est ça, tout à fait. C'est une cabine donc individuelle, insonorisée, dans lequel c'est ça, il n'y a pas de lumière qui passe. Donc ça crée vraiment un sentiment d'intimité et de sécurité, dans lequel on a installé donc un fauteuil qui se met en position zéro gravité. C'est une assise qui est chauffante et massante. Et puis on a développé une technologie pour créer des ambiances, soit pour tout simplement écouter de la musique de relaxation, pratiquer de la méditation aussi. Récemment, on a installé dans nos cabines la luminothérapie. Puis on travaille aussi pour intégrer l'aromathérapie. Mais l'idée, c'est que j'entre dans ces cabines et puis je peux, vivre une expérience immersive grâce à l'aspect multisensoriel pour décrocher et me reposer, me réénergiser finalement. Je suis curieux, vous parliez de 20 minutes. Comment vous en êtes arrivé à 20 minutes? Oui, c'est la science en fait qui décrit l'efficacité optimale de la power nap au bout de 20 minutes. On veut pas que l'utilisateur tombe dans un sommeil profond, donc qu'il soit plus fatigué finalement à la sortie de la cabine. En fait, c'est ça. On s'est rendu compte que la plupart de nos utilisateurs font des siestes, tombent endormis dans nos cabines. Donc c'est ça. On veut que ça soit un repos bref. Justement, parlons-en de votre clientèle. Vous visez qui avec votre produit? J'ai envie de dire, c'est assez large parce que partout où il y a du stress, il y a besoin de repos. Mais c'est vrai que nous, on vise les entreprises de plus de 100 employés, donc les bureaux de plus de 100 employés. Je vous dirais que la pandémie a eu un impact assez fort sur les locaux d'entreprise. Donc les entreprises ont fermé, ce qui nous a forcé à nous rediriger vers là où il y a le plus de stress finalement. Lorsque la pandémie est arrivée, on a tous vu le niveau important de détresse dans le réseau de la santé. Donc nous, on a focusé nos efforts auprès des hôpitaux. Et c'est ça, aujourd'hui, on est très, très heureux de travailler avec une dizaine d'établissements hospitaliers au Québec. Et c'est ça, vous savez, les préposés, les infirmières, les médecins, c'est des gens qui travaillent des longues heures en ce moment, plusieurs quarts de travail affilés, qui marchent des kilomètres et des kilomètres durant leur journée, puis surtout qui font face à beaucoup de stress parce que qui voient des malades, qui voient des patients en danger, etc. Donc, je vous assure, leur apporter 20 minutes de repos durant leur journée très stressante, c'est très apprécié auprès des travailleurs du réseau de la santé. On le voit d'ailleurs par les témoignages qui sont inscrits sur votre site web. Il y a des gens qui voient vraiment le bénéfice de l'utiliser. Évidemment, particulièrement parce que vous êtes dans le réseau de la santé, mais c'est vrai dans d'autres endroits. Comment vous abordez la question sanitaire? Parce que c'est quand même des lieux où les gens vont aller s'installer pendant 20 minutes, amplement le temps de partager des microbes s'il y en a, des virus. Comment vous abordez ce volet-là? Tout à fait. Donc, en fait, on a intégré plusieurs éléments dans nos cabines. Donc, le premier, c'est un purificateur d'air qui intègre un filtre HEPA et puis une lumière UVC pour assainir l'air ambiant. On a installé aussi physiquement séparé 2 ventilateurs de manière à, encore une fois, renouveler l'air aux 5 minutes. Et puis, on a installé un distributeur à lingettes
qui permet aux utilisateurs de nettoyer avant et après leur passage. Et puis, on fait toute une communication aussi à ce sujet-là pour faire prendre conscience aux utilisateurs qu'ils sont en sécurité, mais aussi de leur rappeler d'utiliser les lingettes. Donc, je vous dirais qu'on est pas mal, on propose une expérience assez sécuritaire aux utilisateurs. Puis ce qui est assez chouette dans votre affaire, déjà que je trouve que l'idée de la cabine, elle est très bonne, c'est qu'en plus, pour rendre son accès encore plus facile, vous avez misé aussi sur un accès qui est numérique en utilisant des applications qui fonctionnent autant sur iOS que sur Android et donc qui permettent aux gens à distance de réserver leur temps dans la cabine. Oui, tout à fait. L'idée, c'est d'avoir une expérience de bout en bout simple et fluide. Donc, on a développé notre propre application mobile qui est extrêmement simple d'utilisation et qui me permet, c'est ça, d'avoir accès à l'ensemble des cabines de mon entreprise dans laquelle je travaille et de pouvoir faire des réservations en, je dirais, deux, trois clics. Ça me permet d'accéder, c'est ça, à mon historique de réservation, au code d'accès aussi pour entrer dans la cabine, et puis aussi à des sondages de satisfaction directement dans l'application. Là, évidemment, le contexte ne se porte pas à ça. Vous le mentionniez, vous avez changé un peu votre plan d'affaires avec la pandémie, mais disons qu'un jour, on tourne à quelque chose qui ressemble un peu à ce qu'on connaissait avant. Est-ce que, par exemple, le réseau des aéroports à travers le monde, des lieux de transit où il y a des gens qui vivent dans le stress et puis qui voudraient relaxer un peu avant d'embarquer dans l'avion ou de prendre le train ou qui voudraient tout simplement de passage en profiter, est-ce que ça, c'est un réseau sur lequel vous pensez aussi miser dans le futur? Oui, tout à fait. C'est pas du tout incompatible avec notre offre. Bien au contraire, on a tous pris l'avion et puis entre deux vols, on s'est tous retrouvés devant les portes là, épuisés, à même pas trouver de place assise. On a même vu des gens allongés par terre faire des siestes. Donc oui, effectivement, on fait face à un statu quo qui est très fort et puis il y a un marché là-dedans. Il commence à y avoir de la compétition dans ce niveau-là. Donc je dirais oui, effectivement, dans un futur, ça serait une piste à explorer. En terminant, Timothée, dans 3 ans, vous allez être où avec Recharge Me? Je pense qu'on sera sur l'ensemble du Canada. On aura commencé à nous installer aussi, à avoir des clients aux États-Unis. Je pense qu'on en sera là, l'Europe peut-être, mais rien de sûr. En tout cas, félicitations puis bravo d'avoir été parmi les 25 gagnants du concours d'entrepreneurs émergents de C2 Montréal. C'est la preuve que vous êtes à la fine pointe de l'innovation avec votre solution. Oui, puis on est très content, c'est de la reconnaissance. Merci à vous pour votre invitation, Bruno. Merci. Donc, Timothée Régnier qui est le PDG de Recharge Me. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, si vous pensez que le monde des plateformes de location d'hébergement est saturé, mon prochain invité, lui, n'est pas de votre avis. Il trouve qu'il reste encore pas mal de place à prendre, et particulièrement dans le secteur de l'hébergement de villégiature au Québec. Et pour ce faire, il propose une plateforme de réservation, WeChalet. On va rejoindre le fondateur et PDG de WeChalet à l'instant. Bonjour, Danny Papineau. Bonjour. D'où vient cette idée de vous lancer dans cette aventure de WeChalet? C'est le parcours d'une vie, indirectement, mais en gros, je me suis mis... j'ai travaillé 20 ans en cinéma. J'ai fait un film qui a pris 10 ans de ma vie, qui m'a amené à l'autofinancer, qui m'a rapidement amené quasiment sur le bord de la faillite en 2012. Le film a eu quand même beaucoup de succès. C'est Deux Frogs dans l'Ouest, qui est un film semi-autobiographique, qui m'a fait découvrir la location court terme avec Airbnb en 2012, alors que c'était pas connu au Québec. Je me suis mis à en faire beaucoup et j'étais comme d'un pionnier, je dirais, au Québec. Je me suis mis aussi je viens de l'Estrie. J'avais acheté un chalet en Estrie à l'entour de 2013, puis je me suis mis à découvrir des problématiques qui n'étaient pas adressées par les grandes plateformes comme Airbnb. C'est de là qu'est venue l'idée de WeChalet. Justement, parce que quand on découvre WeChalet, on se dit, mon Dieu, il y a déjà plein de services qui existent. En quoi WeChalet est différent des autres plateformes? Présentement, si on regarde le Québec, le marché québécois, le marché Canada, toutes les plateformes transactionnelles, ce sont toutes des plateformes étrangères. Airbnb américain, Booking.com européen, Expedia américain, VRBO américain. Donc, WeChalet, c'est la première plateforme transactionnelle similaire à ces plateformes-là, mais qui est 100% québécoise. Et ultimement, sur le marché canadien, on est aussi 100% canadien. Le point de départ, présentement, l'étape 1 de WeChalet, c'est une similarité à ces plateformes-là, mais on est en pleine ronde de financement actuellement pour passer à l'étape 2 de WeChalet qui va vraiment nous différencier
avec avec une twist sur notre marché en ligne qui va nous différencier beaucoup des autres plateformes. Bon, ben parlons-en, je pense, de cette twist-là, parce qu'en faisant la recherche à votre sujet, je pense que je l'ai trouvé. Vous allez vous axer sur le plein air? Oui, sur le plein air. En fait, le but de WeChalet, c'est de créer un one-stop shop autant du côté du voyageur que du côté des propriétaires. Avec la folie des chalets, non seulement à travers le COVID, mais vraiment des dernières années. Le segment nature-aventure a eu une grande croissance dans les 10 dernières années. C'est un segment exponentiel, qui a une croissance exponentielle du marché du voyage global, non seulement au Québec, mais partout dans le monde. Puis il y a de plus en plus de personnes qui sont mises à acheter un chalet, 2 chalets ou un condo à Tremblant, de plus en plus de propriétés. Puis là, pour les maximiser, leurs revenus, ils achètent pour faire la location court terme, ils doivent s'afficher sur plusieurs plateformes. Et plus on s'affiche sur plusieurs plateformes transactionnelles, plus ça devient un enfer de gestion. Très difficile de contrôler tous les prix sur toutes les plateformes. Quand tu es rendu à 10, 20, 30, 50, on a des gestionnaires sur les chalets qui ont quasiment 150 chalets. Là. Donc, quand tu es rendu à gérer tous les prix de tout cet inventaire-là sur toutes les plateformes, toutes les communications de chaque voyageur en provenance de chacune des plateformes, ça devient vraiment un enfer de gestion pour les gestionnaires. En plus qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est souvent les mêmes communications redondantes qu'on envoie aux voyageurs, mêmes communications redondantes qu'on envoie au staff d'entretien. Tout ça, ça s'automatise, tout ça, ça se centralise et c'est ça le but de WeChalet, c'est de créer un marché en ligne centralisé où on peut non seulement avoir des réservations directes de WeChalet, mais ultimement aussi gérer nos propriétés sur tous les sites compétiteurs à WeChalet, mais de façon centralisée dans notre plateforme. C'est vers ça qu'on s'en va. Comment vous abordez tout l'aspect sécurité ou service à la clientèle? Parce qu'on le sait, hein, les autres plateformes hors du Canada ont eu dans les dernières années à gérer là, des réalités. Bon, c'est pas tous des bons Samaritains qui vont réserver chez des bons Samaritains. De temps en temps, il y a des enjeux, il y a des histoires malheureuses. Comment vous prenez cet angle-là du service? En gros, présentement, on a quand même eu des milliers de réservations, puis on a été très chanceux. Je veux dire, les dommages qu'il y a eu des propriétés, ça a été vraiment des dommages minimes. C'est une fan, je pense que cet été, un des gros dommages, c'est une fan à 40 $ qui était brisée chez un des gestionnaires. Donc, c'était pas... parce que la grosse différence, si on pense à certaines plateformes milliardaires qui ont tellement ouvert le marché dans les 10 dernières années, ils ont tellement ouvert le marché, surtout dans des régions urbaines, que n'importe qui listait n'importe quoi sur ces plateformes-là. Alors que nous, sur WeChalet, les autres qui sont déjà sur WeChalet sont déjà des autres professionnels ou sont déjà majoritairement en grande partie affichés sur d'autres plateformes. On en a qui s'affichent seulement sur WeChalet, mais c'est des autres professionnels. Donc, du côté de l'expérience qu'on a chez les propriétaires, je veux dire, normalement, c'est une expérience très professionnelle. Tout va bien. Du côté du voyageur, écoute, au début de l'année, on avait détecté, c'est arrivé comme 2-3 fraudes, que c'est des gens qui avaient utilisé une fausse carte de crédit pour faire la réservation. Les réservations se sont passées parce que la carte de crédit, on la prend comme une semaine, 2 semaines plus tard. Et c'est nous qui prenons le coup parce qu'on est la plateforme transactionnelle. Donc, c'est ni le voyageur frauduleux, ni l'autre qui prend le coup, c'est WeChalet. Donc, on a mis en place depuis ce temps-là. Faut qu'un événement arrive une première fois pour qu'on puisse mettre de quoi en place pour ça. On a mis en place certaines procédures qui nous ont permis d'éliminer d'autres problématiques, d'autres bookings frauduleux qu'on a eu depuis ce temps-là. Alors, vous le disiez, là, présentement, vous êtes à la première étape, vous travaillez à la deuxième étape. Ouais. Dans 3 ans, vous allez être où? On est en train de lever 2 millions de dollars en financement. On a l'accélérateur de l'Université de Sherbrooke qui s'appelle l'Asset qui vient nous sélectionner et qui investissent dans notre ronde. On a plusieurs programmes pour lesquels on se qualifie. Ce matin, j'ai un investisseur qui embarque dans la ronde, qui a confirmé sa participation. Donc, je m'attends à ce que d'ici la fin décembre, que notre ronde de financement soit complétée. Le but de WeChalet, c'est tout d'abord prendre des parts de marché au Québec. Comme je l'ai dit, la plupart des plateformes étrangères qui opèrent sur le territoire québécois et canadien prennent tous les revenus du tourisme et les envoient pour certaines plateformes dans des paradis fiscaux, notamment en Irlande, si je pense à une certaine plateforme. Donc, le but de WeChalet, c'est de créer une plateforme québécoise, canadienne, qui opère sur notre territoire au Québec puis au Canada, qui prend des parts de marché de notre territoire et qui redonne à la communauté d'ici, qui engage les gens d'ici. Et donc, d'après moi aussi, le but, c'est de tripler notre inventaire de propriétés d'année en année, ce qui a un impact aussi sur nos ventes. Donc, d'après moi, d'ici 3 ans, donc 2 000, 6 000, on devrait peut-être avoir 12 000, 15 000 propriétés au Québec et Canada.
et devenir le but, c'est de devenir un incontournable dans le milieu. Donc, ouais. Et entre-temps, autant les propriétaires que les voyageurs qui seraient intéressés d'expérimenter la plateforme, de l'essayer, de l'utiliser, ils se rendent où? On va sur wichalet.com. Présentement, date d'aujourd'hui, on a à peu près 730 propriétés, vraiment un peu partout au Québec. Les régions les plus en demande sur WeChalet présentement, c'est beaucoup les Laurentides. Montréal draine beaucoup de bookings sur WeChalet, donc les Laurentides, Tremblant, Lanaudière et l'Estrie. Du côté de Québec, la région Stoneham et la région de Charlevoix aussi, c'est des bonnes régions. Puis nous, on est présentement, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des chalets à louer, c'est gratuit, c'est affiché sur WeChalet, donc on peut vous aider vraiment à créer votre annonce. On peut synchroniser les calendriers. Si vous êtes affiché sur d'autres plateformes, puis que vous avez des bookings sur d'autres plateformes, mais ça va automatiquement booker les dates dans WeChalet pour ne pas avoir de double réservation. Si vous êtes voyageur, on peut aussi vous aider à faire une recherche si vous cherchez quelque chose de spécifique dans une région là, pour des dates. Bon, voilà, l'invitation est lancée. David Papineau, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, puis surtout, félicitations d'avoir été un des 25 gagnants du concours entrepreneur émergent de C2 Montréal. C'est pas rien. Non, c'est super. Puis c'était hier la soirée de lancement juste pour le groupe de 25. C'est vraiment super. Puis c'était super de voir les autres entrepreneurs qui sont passés par là dans les 10 dernières années parce que c'est des entrepreneurs que je connais, que j'admire. Donc, je suis flatté et content de faire partie de cet événement-là. Là. Félicitations, puis on va vous suivre. Merci. Au revoir. Merci à vous. OK, bonne journée. 4e rencontre en rafale avec des gagnants du concours entrepreneur émergent de C2 Montréal. Et cette fois, on va parler d'entraînement responsable. On pourrait même parler d'éco-spinning, je ne sais pas si ça existe comme terme, avec l'initiative Off the Grid. On va en parler tout de suite avec son PDG. Bonjour Charles Couture-Lebrun. Bonjour Bruno. Charles, vous avez décidé à un moment donné de vous lancer dans une folle aventure, celle de créer un vélo à spinning. Mais lui, en plus de rendre service aux gens et de leur permettre de garder la forme, il permet aussi de conserver l'énergie ou de transférer l'énergie qu'il développe au reste du bâtiment. Exactement. En fait, le vélo permet de transformer l'énergie que vous dépensez lors de votre entraînement, de la convertir en électricité pour la réinjecter directement dans le réseau électrique d'un bâtiment à travers une prise murale. Donc, on a vraiment développé un produit qui est super simple d'utilisation. C'est aussi simple que de brancher le vélo dans une prise standard. L'électricité est envoyée au panneau électrique, puis consommée directement dans le réseau local de votre bâtiment. Mais là, donnez-moi un équivalent. Il faut pédaler combien d'heures pour arriver à avoir une différence sur notre consommation électrique? Ça, Bruno, ça dépend. Je pense que tu es un meilleur athlète que moi, probablement. Il faut que je me remette en forme un petit peu. Fait que moi, je produirais moins d'électricité que toi, mais toi, tu es un athlète incroyable. Donc, tu pourrais produire jusqu'à 250 Wh par heure d'entraînement. Pour te donner un équivalent, là, on parle d'environ 2 heures, 2 heures et demie de télévision que tu pourrais alimenter avec le vélo. Ah, quand même, hein, c'est assez significatif. Oui, nous, on vise surtout une utilisation là, en B2B, donc au niveau commercial. Donc, avant la COVID, là, on était 100% dirigé vers les gyms. Donc, c'est sûr que dans une utilisation commerciale, dans un gym, tu penses à un studio de spinning, par exemple, on a 30 vélos qui sont utilisés par bloc d'1 heure plusieurs fois par jour. Donc, ça permet là, d'aller chercher une bonne alimentation. Mais notre but, là, c'est vraiment surtout de proposer un produit, en fait, qui est plus éco-responsable que ce qui existe sur le marché. C'est pour ça qu'on a décidé de fabriquer et concevoir le vélo au Québec, d'utiliser de l'aluminium là, pour le recycler en fin de vie. Donc, on a vraiment un processus d'éco-conception aussi de clients. Donc, en plus, l'aluminium que vous utilisez, il est recyclé. Il n'est pas recyclé pour l'instant. On va pouvoir le recycler en fin de vie. On cherche des partenaires. S'il y en a qui nous écoutent, qui ont de l'œuf en aluminium recyclé, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut faire à long terme. En ce moment, c'est quand même des défis un petit peu plus techniques et plus coûteux aussi là, pour l'aluminium recyclé. Mais on sait qu'on va pouvoir recycler nos produits en fin de vie. Mais la genèse du produit, du projet, ça vient d'où? La genèse? En fait, l'idée de départ, c'est mon père. S'il nous écoute, salut Reg. Mon père a pris sa retraite assez jeune, autour de 52 ans, si je ne me trompe pas. On est des bons fans de bière, on est des bons fans de sport, mais surtout de bière dans ma famille. Puis 52 ans, veut pas, mon père avait une petite bedaine, il n'aime pas ça quand je dis ça, mais il avait une petite bedaine de bière. Fait qu'il a commencé à s'entraîner de façon plus intensive pour se remettre en forme. Puis il a réalisé un peu à travers ses entraînements que toute l'énergie qu'il dépensait lors des entraînements, mais c'était en quelque sorte gaspillé, outre pour les bienfaits pour la santé.
Mon père est un gars sportif, mais aussi un gars têtu, donc je pense qu'il m'a il m'a harcelé avec cette idée-là pendant environ 3 ans avant que je commence à travailler sur le projet là, avec mon cofondateur là, Sébastien, qui lui ingénieur électrique là, de formation. Donc, on a pris la problématique initiale, puis on est arrivé là avec l'idée d'Off the Grid. Ça a été quoi le plus gros défi dans votre aventure jusqu'à maintenant? Mon Dieu, on pourrait en parler longtemps. Je pense que d'en sélectionner juste un, c'est quand même, ça va être assez difficile. Trouver les bons partenaires pour nous au début, ça a été assez complexe. Je pense qu'on avait 24 ans environ quand on partait à la business. On venait de terminer l'école. On s'ouvrait des marges de crédit étudiantes pour financer le projet. On s'est rendu compte assez vite qu'il y avait des gentils puis des moins gentils en business. Donc, on s'est fait arnaquer rapidement. Il a fallu être en cours. Donc, ça a été quand même un défi direct au départ. Mais je te dirais que le défi le plus constant, c'est vraiment de développer un produit qui correspond toujours aux besoins du client. C'est pour ça qu'on essaie de vraiment d'utiliser là, des processus Lean Startup, Design Thinking constamment là, pour vraiment développer une solution, un product market fit qui a du sens là, pour nos utilisateurs. Donc, vous, ça n'a pas été un défi technologique, ça a été un défi de mise en marché puis de répondre aux besoins de la clientèle ou de faire rencontrer le produit à la clientèle. Exactement. En fait, c'est encore un défi technologique. On termine la R&D là, actuellement. On vise une commercialisation début 2022 environ. Donc, en ce moment, on fait des tests d'utilisation avec les clients. Mais c'est sûr qu'au niveau technologique, c'est quand même un défi. On a un produit qui nécessite plusieurs expertises. Donc, c'est pour ça que je te disais, là, sélectionner les bons partenaires pour nous aider au développement au départ, ça a été un défi. Puis c'est toujours un défi. C'est quand même des expertises qui peuvent être un peu plus de niche. Donc, très important de bien s'entourer là, pour développer un produit physique. Évidemment, avec le COVID en ce moment, la chaîne d'approvisionnement, les coûts au niveau logistique, c'est un défi qu'on commence à appréhender et qu'on voit de jour en jour. C'est sûr qu'il y a des délais de livraison beaucoup plus longs, mais ça entraîne des retards au niveau de la livraison pour les clients, mais on a la chance d'avoir une très bonne relation avec nos partenaires, avec nos clients qui sont très compréhensifs là, de la situation. Vous le disiez, vous êtes avec certains partenaires, certains clients en test. C'est quoi la rétroaction? C'est quoi les commentaires qu'ils vous disent? Justement, en ce moment, les commentaires sont très bons. On est très heureux. On a fait un premier événement en personne, disons, à Brébeuf il y a 2 semaines. Donc, ça a permis d'aller faire tester des gens là, sur le terrain. Mais sinon, on fait des petits tests plus fonctionnels avec des utilisateurs. On est au 3e prototype en ce moment. Donc, c'est vraiment encourageant de voir l'évolution des commentaires. Notre thinking, c'est vraiment de faire tester un produit qui est pas parfait pour justement avoir le feedback des clients. Puis là, ce qu'on voulait valider avec le 3e prototype, on est capable de le valider puis on confirme qu'on a réglé les problèmes du 2e. Donc, les commentaires jusqu'à maintenant là, sont très bons. On a quelques détails à régler, mais ça, quand on fait du hardware, c'est inévitable. Puis j'imagine que parallèlement, donc au vélo en tant que tel, il doit y avoir parallèlement une application qui permet d'avoir les statistiques et d'avoir qu'est-ce qu'on produit comme énergie, de calculer et de faire la mesure. Ben exactement. Évidemment, c'était très important pour nous de pouvoir démontrer l'impact, de pouvoir démontrer l'utilisation auprès des clients. Donc, le vélo, c'est un IoT en tant que tel, donc il permet d'envoyer puis de recevoir des données. Donc, en ce moment, on a simplement une interface web. Donc, les clients peuvent se connecter sur l'application, avoir accès à leur flotte d'équipement, le temps d'utilisation, les entretiens qui sont préventifs qui vont être à faire. Puis en 2022, là, on commence le développement de l'application mobile. Donc, ça va vraiment plus être axé au niveau de l'utilisateur. Donc, il va avoir accès à toutes les données d'entraînement, la quantité d'énergie qu'il a créée, ses performances individuelles. Ce qu'on veut mettre de l'avant aussi avec nos partenaires, c'est un concept de gamification, de ludification en français. Donc, on veut vraiment pousser là, des défis, des récompenses. Par exemple, Bruno, si tu vas à ton gym cette semaine, tu t'entraînes 3 fois sur les vélos Off the Grid, il pourrait t'offrir je sais pas, si c'est un fan de Zumba, il va pouvoir t'offrir un cours de Zumba ou un cours de yoga selon tes préférences. Mais le but, c'est vraiment d'essayer de renforcer l'utilisation puis de permettre aux clients d'interagir soit avec leurs clients ou avec leurs employés parce qu'on commence à viser les entreprises aussi. Mais là, vous êtes conscient que vous allez développer, quand ça va être installé, ça va être disponible dans les centres sportifs, par exemple. Il y a des gens qui vont être intéressés à avoir ça chez eux. Est-ce que vous voyez ça à moyen terme ou à très long terme, la possibilité de faire du B2C? Je dirais qu'on envisage offrir le produit, mais pas pousser sur ces marchés-là. Il faut comprendre qu'avec le COVID, le domaine du fitness à la maison en B2C a connu une croissance puis une innovation incroyable. Qu'on pense au Peloton, au Zwift. Donc, d'aller se battre sur ces terrains-là,
ça prendrait du financement absolument immense qu'on n'a pas malheureusement. S'il y a des investisseurs qui nous écoutent, il faut me contacter, mais on n'est pas rendu là. Donc, évidemment, on y va plus vers le B2B parce que selon nous, dans les 10-15 dernières années, il y a eu très peu d'innovation sur ces marchés-là. Donc, c'est pour ça qu'on vise le B2B à la base. Par contre, on a quelques clients là, en B2C déjà qui ont fait l'acquisition des vélos, qui ont fait de la précommande des vélos. Donc, c'est une possibilité, mais ça ne sera pas notre focus. Est-ce que vous avez déjà un prix en vue pour ces appareils-là? Oui, les vélos en ce moment là, sont en précommande à 3 000 $ par unité. Pour vous donner une idée, là, le vélo le plus populaire sur le marché en ce moment, c'est le Kaiser, compagnie américaine qui produit un vélo de spinning de très haut de gamme, qui est au même prix là, chez la plupart des distributeurs en ce moment. Donc, souvent, les gens ils attendent 3 000 $, ils peuvent être un peu surpris au départ, mais des équipements commerciaux, il faut penser que ça prend une utilisation puis une résistance qui est très élevée. Là. En général, les gens dans les gyms ne sont pas très doux avec les équipements, donc ça prend quelque chose. Puis à la différence des autres appareils dans le domaine qui, justement, qu'on trouve dans les gyms ou même dans les résidences, c'est qu'il y a vraiment un retour sur l'investissement. Là, avec le vôtre, c'est l'énergie qui part et qui sert à quelque chose. Ça se retrouve dans le bâtiment. On peut même penser qu'ultimement, il y a carrément des bâtisses qui pourraient viser l'autonomie énergétique si tout leur rangée de vélos est utilisée de façon permanente. Ça, c'est notre rêve. Là. Moi, on commence avec le vélo de spinning en ce moment, mais après, on veut développer l'elliptique, le Stairmaster, le rameur. Donc, c'est sûr que moi, mon rêve, c'est que dans 10 ans, tu rentres dans un gym, ça soit tous des équipements qui génèrent l'électricité. Idéalement, tout des off-the-grid, puis qu'il y a des panneaux solaires, des choses comme ça. Je pense qu'il y a moyen de rendre le fitness plus éco-responsable. C'est un segment là, qui n'a pas été exploité jusqu'à maintenant. Non, je pense que vous avez vraiment une bonne niche. Félicitations. Charles Couture-Lebrun, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions, mais encore plus important, félicitations d'avoir été retenu parmi les grands gagnants du concours entrepreneur émergent de C2 Montréal. Félicitations à vous et à votre cofondateur. Ben oui, merci beaucoup. On était très heureux d'avoir l'opportunité de participer à C2. J'ai bien hâte d'y aller. Ben, je vous souhaite un bon C2 Montréal. Merci. Merci. Alors voilà pour ce coup de chapeau à 4 des 25 gagnants du concours Entrepreneurs émergents. Vous aurez probablement la chance de les croiser et de les saluer si vous participez à l'édition de C2 Montréal qui va se dérouler donc du 19 au 21 octobre prochain, évidemment à Montréal. Alors, au tour maintenant de mes collègues, on va commencer avec Thierry Weber qui, de Suisse, revient sur les malheurs de Facebook. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et oui, ça chauffe pour Facebook puisqu'effectivement le comité de supervision de ce géant bleu va interroger la fameuse lanceuse d'alerte France Haugen. Oui, France Haugen a accepté effectivement de répondre aux questions du comité de supervision de Facebook auquel l'entreprise, peut-être aurait sciemment menti à plusieurs reprises selon elle. Son nom d'ailleurs a fait le tour du monde en quelques jours. France Haugen, ex-salarié de Facebook ayant livré à la presse des documents internes compromettants pour l'entreprise, a vite vu son statut transformé en lanceuse d'alerte au moment où une sous-commission du Sénat des États-Unis d'Amérique s'est entretenue avec elle. À ce jour, ces déclarations n'ont pas déclenché de nouvelles enquêtes sur le géant des réseaux sociaux, mais les articles publiés par le Wall Street Journal, repris partout dans le monde, ont indubitablement entaché un peu plus la notoriété de la firme de Mark Zuckerberg. Au cœur de ces accusations, les choix conscients de Facebook qui privilégierait ses revenus et son modèle économique à la sécurité et au bien-être de ses utilisateurs. Tiens donc. Et puis, dans ses discours, France Haugen a évoqué à plusieurs reprises le rôle du comité de supervision créé par l'entreprise sous la forme d'une cour suprême, un petit peu sur le même principe, une cour suprême indépendante, mais étonnamment financée à 100% par Facebook. Elle a pour rôle de trancher les affaires de modération de contenu les plus délicats. Selon elle, Facebook a délibérément menti à plusieurs reprises à ce comité, ce qui a forcément fait tâche. Alors, dès lors, un entretien a été sollicité par le dit comité de supervision avec elle, et cette dernière a accepté en disant « Facebook a menti au comité à plusieurs reprises et j'ai hâte de partager la vérité avec eux », a-t-elle commenté.
Alors c'est pas fini du côté de Facebook et ça va même venir jusqu'ici, puisqu'elle pourrait revenir à loisir sur ses multiples accusations et révélations concernant Facebook, où elle a officié, on le rappelle, au poste d'ingénieur produit pendant un peu plus de 2 ans. Pour rappel, France Haugen a révélé l'existence d'une modération sur mesure accordée à quelques millions d'utilisateurs VIP des services Facebook, la dissimulation de rapports démontrant le rôle néfaste d'Instagram pour la santé mentale des jeunes utilisateurs. Elle a donc fait la preuve qu'il y a un souci du côté d'Instagram et de l'usage de ce réseau auprès des plus jeunes. Elle a aussi appuyé sur les mensonges livrés aux actionnaires et publicitaires concernant l'érosion de la base d'utilisateurs de moins de 25 ans. Et oui, on vous le dit, Facebook vieillit et on tend à essayer de le cacher. France Haugen aura aussi l'occasion d'affûter son argumentaire au vu de l'une de ses prochaines grosses auditions qui aura lieu, elle, le 8 novembre devant des députés européens de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, car oui, Bruxelles s'intéresse aussi à ce que France Haugen a à révéler sur le fonctionnement de Facebook. On se réjouit de la voir arriver ici en Europe pour voir si effectivement, ses propos iront jusqu'à ébranler le géant bleu qui sérieusement commence à battre de l'aile. Affaire à suivre. Allez, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. Stéphane Ricoul profite de cette période électorale municipale pour se demander si on pourrait voir émerger un gouvernement municipal numérique, ou devrais-je plutôt dire, mais que sont devenues nos villes intelligentes? À moins d'1 mois des élections municipales, nos aspirants et aspirantes élus n'ont que peu de mots face à ce qu'on appelait naguère une ville intelligente et qui désormais devrait être considérée comme un gouvernement municipal du XXIe siècle, c'est-à-dire un gouvernement faisant appel aux technologies numériques afin de remplir parfaitement son rôle. Et il se doit d'être favorable, ce gouvernement, à l'innovation et au modèle économique novateur. Ce sont ces nouveaux modèles qui soutiennent une compétitivité économique durable tout en favorisant les interconnexions entre les écosystèmes économiques locaux et ceux globaux. Citons par exemple l'entrepreneuriat durable ou encore l'économie circulaire, 2 concepts particulièrement en phase avec la vision de Rodolphe Giffinger, spécialiste des Smart Cities. Désormais reconnu mondialement, les 6 dimensions clés qui, selon lui, permettent de bien comprendre le fonctionnement d'une ville intelligente sont la gouvernance, la mobilité, le mode de vie, l'économie, le citoyen et enfin l'environnement. Par gouvernance, on entend la participation citoyenne, les services publics soutenus par les technologies et les données ouvertes. Par mobilité, on entend les transports propres et écologiques, les systèmes interconnectés et l'information en temps réel sur la circulation. Par mode de vie, on entend la richesse de la vie culturelle, la cohésion sociale, le logement pour tous, ainsi que la santé et sécurité. Par économie, on entend la productivité améliorée, l'innovation favorisée et l'usage des technologies dans les industries et services. Par citoyen, on entend la diversité ethnique et sociale, la créativité et l'ouverture, la gestion intelligente des ressources humaines. Par environnement, on entend le contrôle et la mesure de la pollution, la gestion efficace des déchets, de l'eau et de l'électricité. L'objectif principal d'une ville intelligente est donc d'optimiser les fonctions de la ville et de promouvoir la croissance économique en tirant parti des technologies de pointe. En d'autres mots, une ville intelligente se doit d'augmenter son efficacité opérationnelle, atteindre des objectifs de durabilité et surtout améliorer la vie de ses citoyens. On comprend que la collecte de données précises et fiables à partir d'appareils connectés est essentielle et que ça passe par une participation active et volontaire des habitants d'une ville pour fournir ces données à partir de leurs propres appareils. Un gouvernement municipal numérique doit donc faire en sorte de les inciter à le faire
en mettant en place certains concepts pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens tels que l'identité numérique, la vie privée et le consentement au partage des données. Un véritable débat de l'heure. Tout comme une entreprise privée, un gouvernement municipal numérique a donc la responsabilité d'intégrer des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans sa conception, les fameux ESG. Mais tout comme une entreprise privée, la logique qui tend à vouloir s'appliquer ici ressemble tellement à celle des géants du numérique qu'une petite hésitation existe quand il est question de participer gratuitement à la collecte des données citoyennes. On ne voudrait pas, en tant que citoyen, ne devenir que le simple produit de sa ville. Le premier gouvernement municipal, qui aurait donc l'ambition de devenir numérique, devra proposer quelques moyens que ce soit afin de sécuriser la donnée et de trouver de surcroît un modèle d'adhésion visant à l'incitation comportementale citoyenne. Dans la course actuelle aux différentes mairies du Québec, celui ou celle qui répondra aux besoins d'entrer dans le 21e siècle remportera certainement quelques points de suffrage supplémentaires lors des élections. Et si je puis me permettre, puisque je vis à Montréal, Valérie, Denis et Balarama, je vous invite à regarder du côté de la blockchain. Vous verrez qu'elle permet technologiquement d'accéder à de nombreux points cités ci-dessus. Jean-François Poulin, cette semaine, nous parle de UX, comme à l'habitude, mais dans un contexte aérien. Jean-François a rencontré cette semaine 2 experts de UX chez Airbus à Toulouse et discute avec eux de l'évolution des interfaces à bord des postes de pilotage et, par exemple, l'apparition récemment des grands écrans tactiles qui permettent de contrôler et accéder à plein d'informations et de fonctionnalités des appareils. Alors là, je précise quand même que dans la discussion, on ne parle pas spécifiquement de Airbus, mais bien de l'évolution en général dans l'industrie. On les écoute. Ouais, alors en fait, l'approche centre utilisateur, c'est une approche qui existe depuis longtemps chez Airbus. C'est pas simplement nous qui l'avons apporté, bien loin de là. Airbus a toujours travaillé avec des pilotes et puis par la suite des représentants d'utilisateurs. Donc, on avait effectivement des ingénieurs qui étaient vraiment centrés sur les questions des fonctions et les questions de la compréhension des pilotes. Et puis ensuite, il y a eu les ergonomes qui sont arrivés pour vraiment optimiser la performance, notamment tout ce qui est les process de certification, etc. Donc, nous, on est arrivé un peu plus tard. Plutôt pour apporter une brique supplémentaire et complémentaire vraiment, qui n'était pas forcément vraiment observée jusqu'à présent. C'était vraiment sur l'optimisation de l'expérience qui serait vécue par le pilote comme quelque chose de nouveau dans le cockpit, quoi. Mais si tu veux, c'est pas vraiment un métier. Lui, on l'envisage pas comme ça, mais vraiment on l'envisage comme un objectif. Ah oui, d'accord. Comment tu vois cette différence-là? Si tu veux, en fait, l'UX, c'est une volonté de dire que l'utilisateur va vivre quelque chose de particulier. En ce sens-là, tout le monde participe dans sa brique. Si tu veux, le développeur, il va développer quelque chose qui va permettre à ce que l'utilisateur, il aura sa brique, il va permettre à ce que l'utilisateur vive quelque chose de particulier. Et donc, l'ensemble des protagonistes qui travaillent autour de cet objectif-là font partie de cette équipe-là. Nous, on a simplement essayé d'apporter des méthodes, on a simplement essayé d'apporter notre compétence de designer, parfois de service, parfois graphique, parfois de user researcher. Mais dans un cadre déjà défini, avec des compétences qui étaient déjà présentes et avec qui on a contribué ensemble à développer cette UX qui est une expérience pas forcément de satisfaction pure, mais positive pour l'utilisateur. Et de simplification aussi, c'est quand même une grande force qu'on amène dans notre métier. Clément, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, c'est pour complémenter ce que disait Benjamin. En fait, c'est vraiment ça. L'UX, c'est pas forcément dédié à une typologie de métier, hein, mais vraiment, c'est un objectif commun qu'on a. Nous, on parle vraiment de trio UX, donc avec des ingénieurs, avec des facteurs humains, avec des designers, où on travaille tous pour un objectif qui est commun en fait. Donc voilà, c'est pas lié à un métier, mais en fait, c'est plutôt un objectif. Ben, c'est très cool. Ça veut dire, quand tu dis que vous le faites avec d'autres corps de métier, c'est que tout le monde est très sensibilisé au UX, donc, chez Airbus. Oui, alors en fait, disons que effectivement, l'UX, quand on est arrivé avec tout un ensemble de méthodes. On a proposé des méthodes qu'on a appelées des méthodes nouvelles, qui n'étaient pas forcément tout le temps nouvelles. C'était des adaptations, c'était de nouvelles typologies de façon de faire, parfois représentées avec de l'aspect un peu plus graphique, qui permettait de mieux comprendre, ou en tout cas de permettre une collaboration peut-être plus efficace. Surtout dans cette industrie-là, parce que l'aviation, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale où ils ont commencé à appliquer des réflexions qui étaient du UX aussi, qui étaient de l'ergonomie. Donc, notre métier vient beaucoup de ça aussi. Oui, tout à fait, bien sûr. Ce qu'on a essayé de faire, c'était de voir un petit peu comment s'intégrer dans ce monde-là. Hein. C'était déjà un vrai travail de comprendre qu'est-ce qu'on peut apporter et comment finalement transformer le métier de designer UX UI dans ce domaine-là. Il ne s'agissait pas d'arriver avec nos gros sabots en disant voilà, l'UX, on la pratique comme ça, merci, vous pouvez sortir maintenant. Non, pas du tout. Au contraire, c'était de se dire en fait, il y a déjà des choses qui existent. Et nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut se l'approprier et amener quand il y a des choses à amener, quoi. Et d'autant plus que l'industrie a commencé à changer à partir du moment où l'ajustement des écrans arrivait dans les avions. Surtout les Airbus, là, historiquement, on a tous un peu cette image, pour nous qui connaissons moins l'aviation, des avions Airbus avec des écrans qui commençaient à remplacer les anciens boutons. Là. Donc, il y a des choses qui se simplifiaient, mais qui se rentraient sur des écrans. Donc, c'est peut-être là où vous avez commencé à prendre plus d'importance aussi, là. Ouais, alors c'est là, c'est vrai qu'on a intégré de plus en plus d'écrans dans les cockpits. Hein. Quand on regarde les premiers cockpits, moi je pense au Concorde où on a une avalanche de boutons tout autour du cockpit où voilà, il y a une énorme charge cognitive parce qu'il faut se souvenir de plein de boutons différents. Ils ont tous une fonction spécifique. Et c'est vrai que quand on regarde les cockpits actuels, il y a beaucoup plus d'écrans et ça a été déjà beaucoup épuré en fait par rapport à ce qu'on fait avant. Voilà, nous ce qu'on fait en fait, c'est que globalement en fait on questionne en fait toutes les technologies actuelles qui sont utilisées aujourd'hui et on essaye de pousser un petit peu ces choses-là pour voir comment on pourrait les intégrer pour répondre aux besoins du pilote. Ça m'intrigue beaucoup de savoir, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, le bouton classique par rapport à l'écran. Il y a quand même une certaine certitude, il y a quelque chose qu'on sait qui peut pas tomber en panne, c'est le bon vieux bouton. Alors qu'un écran, probablement qu'il y a des redondances, il y a toutes les sécurités qu'on veut dans un avion, mais en même temps, il y a quelque chose que le bouton remplacera jamais. Quel défi ça vous apporte, vous, d'avoir justement à être un peu déchiré entre dire, il y a des boutons ou un panneau complet qu'on va faire disparaître au profit d'un écran. Comment c'est réfléchi, ce genre d'approche-là? Alors, on n'est pas déchiré, hein. On n'est pas déchiré parce qu'en fait, il faut pas forcément envisager les écrans comme le tactile absolument. Il faut envisager l'humain avec un système. Et donc, du coup, les tactiles, c'est un moyen, les boutons, c'en est un autre, il peut y en avoir d'autres. La question, c'est en quoi est-ce que un moyen est efficace pour une tâche donnée. Donc, globalement, on regarde un petit peu l'ensemble et puis on se pose des questions de philosophie, hein, de savoir comment est-ce qu'on imagine, ou en tout cas, comment est-ce que l'efficacité du pilote peut être améliorée avec telle ou telle modalité, quoi. C'est ça. Il peut y avoir d'autres. Oui, vas-y, Clément. Ouais, c'est ça. En fait, la chose la plus importante, en fait, c'est vraiment la tâche que doit faire le pilote. C'est son besoin opérationnel.
Après, le fait d'avoir un écran pour lui permettre de visualiser quelque chose, ou alors de lui mettre à disposition un bouton pour modifier des valeurs ou interagir avec les commandes de l'avion, ça, en fait, c'est lié à répondre aux besoins de la tâche. Donc après, voilà, notre métier aussi, c'est de questionner tous ces moyens d'interaction-là pour voir comment on peut rendre la tâche la plus efficace possible et la plus sécurisante aussi. Ça, c'est intéressant. Donc, vous avez pas de limitation, j'imagine, oui, un peu technique, puis de sécuritaire et tout ça, mais vous êtes ouvert quand on vous dit on a besoin de simplifier telle chose. Vous dites pas nécessairement, OK, ça va sur l'écran ou c'est sur un bouton. Vous réfléchissez à la meilleure manière d'y arriver, là. Ça peut être autre chose. Ouais, après on teste plein de choses. Supprimer un bouton, c'est pas simple. Mettre un écran à la place, c'est pas simple non plus. Des fois, le bouton c'est mieux qu'un écran. Donc c'est vraiment en fonction de la typologie de la tâche, de la redondance de la tâche, de plein de choses, plein de facteurs en fait qui sont liés à tout ça, quoi. Ouais, après, c'est pas. Faut pas imaginer que parce qu'on met du tactile, on supprime forcément les boutons. Ça peut arriver, c'est pas forcément une volonté absolue non plus. C'est vraiment une réflexion sur comment est-ce que dans une position telle que celui du pilote, l'ensemble des éléments qui lui s'offrent à lui pour interagir sont vraiment efficaces. Et ceci, même dans des cas de rupture de tâche. Parce qu'en fait, un pilote, il a 50 000 choses à faire en même temps. Donc, c'est bien beau de parler d'une tâche et de se focaliser dessus, mais quand on s'aperçoit que finalement, il a à gérer effectivement plein d'événements qui peuvent arriver exactement en même temps, hein, dans des phases dynamiques, on le voit vraiment bien. Eh ben, il faut pouvoir justement lui permettre de trouver les informations rapidement, donc pour pouvoir se faire une situation, se représenter la situation et pouvoir savoir comment interagir au mieux. Et là où se positionnent les mains du pilote, c'est aussi important parce que donc sur les avions de chasse, il y a ce qu'on appelle l'OTAS, qui est finalement toutes les commandes qui sont autour de la main, puisque c'est sur ce que tient le pilote. Ah oui. Et nous, l'idée de l'écran tactile, ça introduit autre chose, ça introduit le fait que les mains, elles seront peut-être plus proches de l'écran. Et du coup, aller sur les boutons, c'est sortir les mains de l'écran pour aller ailleurs. Et donc, du coup, quelque part, ça signifie qu'il y a plusieurs zones. Et donc, il faut comprendre que, en fonction des tâches, le pilote, il doit savoir quelle gestuelle il doit faire. Donc, tout ça, ça introduit des questions lorsqu'il y a des télescopages de tâches, de voir comment est-ce que, effectivement, telle ou telle modalité a du sens et de voir si, des fois, on n'introduit pas des modalités qui sont peut-être moins performantes, mais pour permettre que l'ensemble du flow soit vraiment possible avec une modalité. Et ça doit amener... Oui, vas-y Clément. Ouais, aujourd'hui, quand on prend un avion qu'on connaît bien, le 350, on a une multitude de façons d'interagir avec l'avion. On a le stick, on a les commandes des gaz, on a des boutons, on a un écran tactile aussi qui est intégré dans le cockpit. Donc vraiment, il y a plusieurs moyens pour interagir et piloter l'avion. Et du coup, vraiment, le but, c'est que ça se fasse d'une manière la plus lisse possible et que le pilote puisse interagir de la bonne manière en fonction de la complexité de la tâche, en fonction de son urgence aussi et de la précision que ça lui demande. Et la plus sécuritaire, parce que ça doit être un élément qui est hyper important dans ce que vous faites. Quand tout à l'heure, Benjamin, tu parlais de la distance entre la main, le champ d'interaction que le pilote a, la sécurité, comment vous gérez tout ce paramètre-là de sécurité dans ce que vous faites? Vous devez être très, très vérifié aussi. Tout doit être survalidé avant d'aller en production. Comment ça se passe? Bien sûr. Ouais, si, bien sûr. En fait, là, c'est primordial. On a un process des facteurs humains qui sont extrêmement performants. Déjà, quand on est arrivé, tout était, beaucoup de choses avaient été mises en place. Notre intégration est plus dans une vision de complémentarité finalement dans ces process. Donc nous, là, on intervient, c'est plutôt en amont de ces process-là de vérification et de validation. C'est plutôt par rapport au niveau du concept proposer. Donc on a en entrée des grands recs, des requirements, donc des propositions d'amélioration, des points de vue de stakeholders, donc des gens qui sont parties prenantes et qui peuvent nous aider sur des choix et de direction.
Et là-dessus, on essaie de proposer des solutions qui sont les plus performantes ou les plus, celles qui apportent le plus de valeur. Et on fait des tests utilisateurs en boucle courte, en mettant les utilisateurs au centre, comme toujours, et on travaille vraiment de façon proche avec les facteurs humains et les ingénieurs, et les gens du système également, pour que, comme on disait tout à l'heure, on arrive avec une proposition vraiment enrichie et complémentaire, de sorte à pouvoir offrir le meilleur pour l'utilisateur, quoi. C'était super intéressant, messieurs. J'en reste bouche bée. J'ai le goût de changer de créneau puis d'aller dans l'aéronautique. Merci vraiment beaucoup. Merci beaucoup pour cette entrevue, messieurs. Merci à toi. Merci à toi. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous, qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, mais surtout, portez-vous bien.